Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Arnaud Baudet, je suis responsable commercial pour Tessie Suisse, société spécialisée en technologie et services de gestion de l'information. Nous sommes ravis, avec mon collègue Emmanuel de Ternay, Solution Leader et Business Analyst, de vous accueillir dans cette conférence intitulée « Industrialiser la dématérialisation de ces processus complexes, nos bonnes pratiques ». Est également présente Tatiana Corallo-Jackson, responsable marketing chez Tessie, qui assurera le back-end et la prise de questions. Nous prendrons le temps d'y répondre bien sûr en live ou après la session. Cette conférence digitale le montre, là où les années précédentes nous étions en face à face, à Palexpo, sur scène devant vous, avec nos micros, nos pupitres et nos petites notes papier. Nous animons aujourd'hui cette session à distance. Donc tout a été différent dans la préparation de cette séance, depuis sa conception, sa rédaction, ses répétitions. C'est qu'un tout petit exemple, certes pas le plus important dans le cœur de nos activités, ni le vôtre d'ailleurs, j'en conviens, mais un tout petit exemple qui illustre que tous nos processus sont impactés négativement ou positivement par le digital. Ces impacts sont bien souvent la conséquence de l'introduction de solutions logicielles. On parle de GED, gestion électronique des documents, d'ECM, d'Enterprise Content Management, de BPM, Business Process Management, j'en passe et des meilleurs. La technologie ou les logiciels ne seront pas au cœur de cette conférence. Il y a effectivement pléthore de solutions sur le marché et 35 minutes n'auraient pas suffi pour lister une liste exhaustive d'un tel panorama. Donc, dans cette séance, ce qu'on a voulu faire, c'est aborder une étape indispensable de vos projets de dématérialisation, souvent négligée, mais ô combien importante, à savoir la structuration de la démarche de dématérialisation de vos processus dans un but de l'industrialiser. Par où commencer? Par quel processus? Qui dois-je impliquer dans mon organisation? Quel temps dois-je y consacrer? Est-ce qu'il existe des méthodes? Est-ce qu'il existe des outils? Nous allons répondre à l'ensemble de ces questions via nos retours d'expérience, de manière concrète, en vous présentant 3 grandes étapes, méthodologies et outils, qui peuvent être tout à fait complémentaires. Nous allons commencer par partager 5 grandes difficultés que nous rencontrons régulièrement et auxquelles vous-même pourrez être confrontés. Première difficulté, convaincre sa direction générale d'initier la transformation digitale ou la réindustrialisation de certains métiers. Pourquoi c'est important? Parce que remodeler des processus impacte directement la manière de travailler des collaborateurs ou impacte directement la relation client. Ces points de contact sont clés et nécessitent donc de faire partie d'une stratégie d'entreprise supportée par des moyens financiers et humains. Ce support, vous pourrez aller le chercher après quelques analyses, nous y reviendrons un peu plus tard. Priorisez les processus métiers. En commençant vos analyses, vous allez rapidement vous rendre compte de l'hétérogénéité de vos processus, parfois tentaculaires. Dès lors, pour éviter de s'y perdre, nous préconisons de se focaliser sur des processus les plus volumétriques. L'idée est de rapidement montrer des gains aux parties prenantes du projet. Une cartographie fine permettrait d'y parvenir. Nous y reviendrons bien sûr juste après. Demandez aux métiers de décrire leur activité sans accompagnement. Sans guide, sans structure, c'est ouvrir la boîte de Pandore ou dresser une liste au Père Noël. Revoir les processus, c'est l'occasion de remettre à plat un certain nombre de fonctionnements considérés comme acquis. Nous proposons donc un guide d'interview élaboré par nos consultants pour guider ces conversations et maximiser l'efficacité. Vouloir lister de façon exhaustive toutes les situations pouvant survenir, c'est une difficulté. Bien qu'une cartographie vous aidera à avoir une vue d'ensemble de vos processus, vouloir les lister de façon exhaustive représente un risque de perte en efficacité. Parfois, des grandes étapes suffisent, de telle sorte à fournir un socle ou une structure qui sera suffisante pour démarrer. Enfin, vouloir décrire étape par étape des processus par nature imprévisibles, toujours dans notre recherche d'efficacité, il est impossible de modéliser tous les processus. Et si, avec telle hypothèse, Lorsqu'un trop grand nombre d'options amène une arborescence complexe, nous préconisons des approches méthodologiques non linéaires, et Emmanuel y reviendra dans un instant. Sur la base de ces quelques constats, passons maintenant à la première étape de notre méthodologie que nous préconisons pour entamer vos projets, à savoir la modélisation de l'existant. Nous abordons cette modélisation via le prisme du traitement d'un acte de gestion qui est le cœur de votre activité. Cet inventaire vise à faire ressortir plusieurs informations essentielles de vos process que vous pourrez bien sûr ajuster en fonction de la granularité que vous voulez donner à votre analyse. Nous allons décrire 3 types d'inventaire. Le premier niveau, c'est d'établir une liste de traitements et leur volume pour établir les fonctionnalités dont vous aurez besoin. Deuxième niveau d'inventaire, lister les supports et les formats nécessaires à la réalisation des traitements pour gérer au mieux vos enjeux d'omnicanalité.
Enfin, dernier niveau d'inventaire, listez les traitements par service ou activité afin d'identifier vos goulots d'étranglement. Tous les visuels qui vous ont été présentés ici sur ce slide sont le résultat d'un outil interne que nous avons développé et que nous utilisons au cours de nos missions afin, encore une fois, d'industrialiser votre démarche. La finalité de cette première étape de modélisation, c'est d'avoir les idées claires sur vos processus actuels et d'entamer sereinement vos projets. Votre direction générale, si vous devez la convaincre, y verra une certaine structure et surtout des pistes pour débuter. Je cite Emmanuel, qui dit qu'une cartographie de l'existant vous permet de passer de « on pense que » à « on sait que ». Poursuivons maintenant dans le déroulé d'un projet classique de dématérialisation industrialisée de vos processus, à savoir l'utilisation de 2 langages de modélisation de processus, pourquoi et quand les utiliser, et la construction d'un référentiel de données et son implémentation dans un outil. Nous l'avions annoncé en introduction, nous avons souhaité rendre cette présentation la plus concrète possible. Aussi, nous partirons d'un exemple concret mené avec l'un de nos clients. J'en profite donc pour remercier le CITEL, le service de l'informatique et des télécommunications de l'État de Fribourg, pour leur collaboration. Je vais laisser la parole maintenant à Emmanuel, qui va vous présenter un cas concret d'utilisation dit des demandes de prestations. Bonjour. Donc, après cette phase par cet outil présenté par Arnaud, qui permet de cartographier, vue du client, leur processus, nous allons passer maintenant à la mise en œuvre de cette cas d'illustration par une prestation. Nous allons illustrer via un exemple que nous avons réalisé pour l'Institut agricole de Grangeneuve, que nous remercions. Ce cas d'exemple n'est qu'une illustration puisque nous avons modifié le processus pour des raisons de confidentialité. Dans ce cas d'illustration, ce processus a 3 grandes étapes. Lorsqu'un requérant envoie une demande de prestation, la première étape du métier, c'est de traiter la demande. Traiter la demande, c'est d'associer le client à un dossier, de relier la demande à une affaire et pour pouvoir effectuer une étude de cette demande. Cela permet de passer dans la seconde phase, qui est la phase d'analyse de la demande de prestation par une proposition de la prestation, le choix d'une équipe et le choix d'un responsable. Enfin, lorsque l'offre a été validée par le client, passons dans la 3e étape, qui est l'exécution de la prestation en elle-même, par sa réalisation, et en final, l'objectif final est de facturer. Dans cet exemple, il faut bien comprendre que la demande de prestation peut correspondre à plusieurs affaires, plusieurs prestations et forcément plusieurs réalisations et plusieurs facturations. Ça me donne la possibilité, dans cette cartographie des affaires, de vous montrer qu'en réalité, nous avons une certaine complexité dans le sens où, à partir d'un dossier client, le dossier client elle-même étant une affaire à traiter, quand je cherche à le valider, cela me suppose de devoir exécuter des tâches internes, parce que j'ai besoin en interne, en tant que gestionnaire, de demander des informations à mes collègues, des tâches avec mes clients, lorsque j'ai besoin de demander des pièces complémentaires, de rédiger des notes et d'échanger des documents avec le client, soit en entrée, parce qu'il m'envoie des documents, déjà elle-même la demande de prestation, mais de lui envoyer aussi des documents. De la même manière avec l'affaire en elle-même contient des données, mais je vais réaliser aussi des tâches tant internes, des tâches externes, laisser des notes sur mon affaire, recevoir des documents spécifiques à mon affaire ou en envoyer à mon client. De la même manière, pour la prestation, à la fois tant quand j'ai envoyé une offre de prestation, lorsque je vais l'exécuter et lorsque je vais la facturer, je vais avoir aussi cette notion de tâches, de notes et de documents. Alors pourquoi on parle d'une cartographie des affaires complexes? Parce qu'on va réaliser des prestations multiples, plus d'une centaine, à la fois pour de la formation professionnelle, pour de la formation continue, pour du conseil, pour de la production. Ce qui veut dire que dans l'enchaînement du processus, celui-ci est rarement déterminé, ou si j'essaie à le déterminer, je vais rentrer dans tous les détails. Et donc, à partir d'un point de départ, qui est le dossier client, pour arriver jusqu'à la facturation,
eh bien, je vais avoir un enchaînement totalement indéterminé. Et c'est là où je vais avoir besoin de m'appuyer sur l'expertise des métiers. Et c'est ça qui va faire que mon processus va être le plus important, de s'appuyer sur cette expertise et donc de donner au métier la possibilité de faire avancer ce processus. J'aimerais partir d'une définition, la définition de la gestion des affaires. Alors, on en trouve beaucoup sur Internet qui sont tous intéressantes. Je suis parti de celle-ci, celle de Swenson, qui va illustrer un cas, de savoir quelles sont les questions que l'on va se poser autour d'une affaire. Swenson nous dit dans sa définition que la gestion d'affaires, c'est une méthode pratique de coordination du travail par l'organisation de toute l'information pertinente dans un lieu unique, nommé l'affaire. L'affaire devient le point focal pour évaluer une situation, initier des activités et des processus, et conserver un historique de ce qui a transpiré. Ainsi, mon affaire me permet de résoudre cette première question, de quoi il s'agit. Donc, de capturer toute l'information pertinente. Deuxième question que je vais pouvoir répondre, c'est qu'est-ce que cela est? Évaluer la situation, le contexte de mon affaire, qui est impliqué, à la fois les clients, l'ensemble des personnes, mais en interne aussi les intervenants. Les intervenants, et dans une affaire, je peux avoir plusieurs intervenants ou plusieurs équipes qui vont intervenir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire? L'ensemble du processus. Et en finale, et ça c'est important, qu'est-ce qui s'est passé? L'historique de ce qui a transpiré. À la fois lorsque l'affaire est active, parce que quand je veux la faire avancer, eh bien, je veux savoir qu'est-ce qui s'est déjà passé, mais aussi dans le futur, savoir lorsque je reçois une demande d'un client, qu'est-ce qui s'est déjà passé avec un client. Ainsi, lorsque je cherche à modéliser mon affaire, je peux utiliser plusieurs langages. L'un des langages les plus connus, tous, c'est le BPMN, le Business Process Model Annotation, qui est un vrai langage très intéressant, très utilisé. Ce langage me permet, ici, je montre ici une vue partielle d'une modélisation, me permet de modéliser mon processus. Mais lorsque je cherche par le BPMN à modéliser un processus, je dois donner toutes les étapes et tous les enchaînements du processus. Ainsi, en utilisant le BPMN, je suis dans l'obligation de quasiment détailler quasiment toutes les exceptions, toutes les situations qui seraient même les plus improbables, et donc de devoir le faire grandir. Ainsi, ici, j'en suis juste au démarrage de la modélisation de mon processus. Et donc, si je continue, eh bien, j'ai le risque, à la fois pour moi-même et pour le métier, de perdre une vue globale du processus en voulant le détailler à l'extrême, et surtout de devoir réaliser une application qui va coûter extrêmement cher, qui va être long à réaliser parce que je vais devoir réaliser l'ensemble des détails. Nous pouvons partir sur un autre langage qui est moins connu, mais tout aussi intéressant, qui est le CMMN, le Case Management Model Annotation. Alors, contrairement à la gestion de type BPMN, qui est du workflow, qui utilise une structure de contrôle des processus prédéterminés, qui va dire à mon métier ce qu'il faut faire, donc chacune des étapes, là, on va laisser les métiers décider. Et si je repars sur l'exemple ici détaillé de la tâche de gestion d'une prestation, eh bien, je suis plus sur un processus dont le traitement de cas se concentre sur ce qui peut être fait pour atteindre l'objectif. Et quand je dis ce qui peut être fait, ici, lorsque je suis dans la gestion d'une prestation, j'ai 3 grandes étapes, qui est l'initialisation, la gestion elle-même de la prestation et la facturation. Eh bien, dans la phase d'initialisation, je laisse mon métier décider de ce qui est bon en termes de tâches à réaliser pour faire avancer mon processus. Je peux contacter le client s'il a besoin, lancer des tâches. Les tâches sont elles-mêmes rappelées automatiquement par le système si la tâche a un délai dépassé. Il peut sélectionner des contacts, sélectionner des intervenants, créer une note. Et en final, je lui demande néanmoins de soumettre une offre et de traiter la réponse, le client décidant lui-même s'il veut bien accepter la prestation ou s'il la refuse. S'il la refuse, ça termine le processus. S'il accepte, je passe à la gestion de la prestation. Et la gestion de la prestation, dans notre exemple, c'est de créer une préfacture, ce qui va permettre d'ajouter les articles. C'est l'ensemble des tâches réalisées pour
faire avancer cette prestation, la dérouler. En final, et là je vais re-rentrer dans la facturation, qui est un processus linéaire, assez connu. J'aurais pu le transformer en BPMN, mais j'ai conservé le langage du CMMN. Je suis moins détaillé, où je vais valider ma préfacture, commander, livrer et pouvoir la transférer dans mon système ERP pour la facturation en elle-même. Alors, l'ensemble de ces processus ne peut fonctionner que si le métier dispose de l'ensemble des informations. Ça, c'est vital. C'est-à-dire que pour pouvoir ici, dans ces phases d'initialisation, la donnée en elle-même est primordiale, puisque c'est le métier qui va décider, donc le métier doit disposer des données. Et disposer des données, ça veut dire qu'on va devoir construire pour chacun des projets en collaboration avec le métier un modèle de données. Et ainsi, pour chaque projet, je vais construire un modèle de données spécifique au métier. Deuxième projet, je vais construire un modèle de données spécifique au métier. Et ainsi de suite. Et donc là, je vais rater une notion d'industrialisation. Et c'est là où je vais reprendre une idée qu'on a eue en collaboration avec le CITEL. Enfin, du moins, cette idée a été fortement portée par le CITEL lorsqu'on a voulu réaliser plusieurs affaires à réaliser. On s'est rendu compte qu'en réalité, eh bien, on pouvait construire un modèle générique. Pourquoi un modèle générique? Pourquoi? Parce qu'une affaire en elle-même porte par association des affaires complexes, des activités, mais elle traite toujours des personnes, qui sont soit des personnes physiques, soit des personnes morales, qui sont par exemple le requérant, qui sont par exemple bénéficiaires d'une affaire, donc chacun ayant un rôle. Et une affaire eh bien, est toujours associée à des intervenants, ce sont les personnes qui vont faire avancer mon affaire, donc ça peut être le responsable d'un dossier, le responsable d'une prestation, ça peut être des équipes à qui je vais demander de faire des études pour pouvoir me donner un statut, par exemple, sur une affaire. Ici, c'est le cas lorsque je vais réaliser mon projet, eh bien, je vais pouvoir l'implémenter en rajoutant des objets spécifiques ici à mon modèle de données. Donc, ce qui est important de retenir dans l'industrialisation, c'est de pouvoir toujours globaliser projet par projet, toujours globaliser sur un langage simple qui me permet, et surtout dans la méthode agile où on veut avancer rapidement avec les métiers, leur présenter une solution, ce qui permet au métier de réagir par rapport à cette solution et de pouvoir évoluer, et basé sur un modèle générique que je vais pouvoir répliquer projet par projet. Alors, on va vouloir maintenant vous présenter un exemple concret avec des écrans, donc repartir de cette prestation et de vous montrer globalement comment ça se présente au métier lorsque je bascule sur du case management, qui est la gestion des affaires, dans lequel c'est le métier qui va pouvoir lui-même diriger l'affaire. Donc je reprends ma prestation, j'ai une demande d'un client qui me demande une prestation, et donc je vais basculer sur cette première étape qui est de traiter cette demande. Alors, pour traiter cette demande, j'ouvre mon application, voilà, et sur mon application, je pars de l'annuaire de mes clients, à la fois de mes clients en tant que personnes physiques, parce que je traitais des affaires avec des personnes physiques et des personnes morales. Par simplicité, dans ma démonstration, j'ai déjà une fiche client d'une personne morale. Cette fiche client me permet de dire que j'ai l'ensemble des contacts qui sont valides, j'ai bien son adresse, j'ai bien l'ensemble des contacts, les moyens de contact, mon client est actif, donc je peux partir de cette fiche pour pouvoir traiter la demande qui a été reçue par cette exploitation qui me demande une prestation. Néanmoins, je n'ai pas encore de dossier client, donc je vais commencer par créer un dossier client. Donc, je crée un dossier client, puisque c'est un élément indispensable pour pouvoir traiter cette affaire-là. Je sélectionne le responsable, qui est moi-même. J'ai changé mon nom dans le cadre de cette démonstration, mais je suis l'utilisateur ici dans l'application. Je peux avoir des abonnements. Je peux sélectionner des intervenants supplémentaires, mais j'en ai pas besoin. Je vais néanmoins sélectionner une personne supplémentaire dans mon dossier, qui est le bénéficiaire de l'exploitation. C'est important ici pour moi de le noter, et qui est
Ulrich Dumont. Voilà, donc mon dossier, pour avancer, je considère qu'il est suffisamment complet. Donc je le mets en traitement. Mon dossier devient actif. Le dossier client a bien été démarré. J'ai bien une date de démarrage. C'est complet. Maintenant, je vais pouvoir étudier la demande de prestation par une affaire. Alors, je regarde la demande et je me rends compte que cette demande concerne une affaire. Je sélectionne ici le type d'affaire. Et concerne une affaire d'extension de bâtiment. Pour réaliser cette affaire-là, je vais nommer une équipe qui est l'équipe de conseil structure, avec ici un responsable dans cette équipe. Donc ici, ça m'a filtré les personnes de cette équipe. Pauline Colombette ici. Je lui associe ici un auxiliaire, une personne qui va permettre de l'aider dans sa tâche et qui trie Romont. Voilà, mon dossier est complet. Je vais pouvoir le mettre en traitement. Mon dossier est en traitement. Il est donc repris par cette équipe-là et donc par cette personne. Je change, je ne peux pas vous le faire dans le cas de la démonstration, mais une personne maintenant reprend cette affaire-là. Donc je change de profil. La personne sait qu'il a une affaire à traiter qui est d'extension de bâtiment. Donc il est en train de regarder les documents. Il se rend compte qu'il lui manque un document. Donc il va le créer une tâche en disant « J'ai besoin dans ma tâche, oh, excusez-moi, l'effet démo, la batterie du PC, il fallait bien ça. Il lui manque un document, il va rester dans mon équipe. Bien sûr, j'ai perdu la connexion à l'effet démo qu'il ne fallait pas. Excusez-moi. Voilà, et ben voilà, ça a repris, c'est très bien. Donc, je demande une pièce complémentaire. Je vais nommer l'équipe elle-même qui est la même équipe. Je vais en garder moi-même la responsabilité en tant que Pauline Colombette et je demande au client le formulaire. Je l'ai appelé numéro XXX. Je l'ai appelé. Ce client, j'active ici ma tâche. Le client m'a répondu qu'il allait remplir en ligne le formulaire que je devrais recevoir aujourd'hui. Donc, je le mets, mon formulaire, en attente avec une échéance à aujourd'hui. J'avance parce que le temps tourne. Donc, ici, mon formulaire est en traitement. Je le mets en attente. Je reviens sur mon affaire ici et je vois bien que ma tâche ici est bien en attente. Je vais avancer. Je vais considérer que ma tâche, mon formulaire a été reçu. Je vais pouvoir mettre ma tâche, elle va se réveiller elle-même. Je vais regarder le formulaire, considérer que le formulaire a bien été reçu. Et donc ici, je mettrai ma tâche comme étant réalisée. On a très peu de temps qui nous reste, donc je vais continuer. Je fais une étude donc des documents. Et là, je sais que je vais devoir réaliser une prestation et une première prestation qui est une prestation de type conseil juridique. C'est la première phase d'une prestation sur cette affaire avec ici un tarif de base sur cette prestation que je vais confier à l'équipe juridique en nommant ici un nouveau responsable de cette équipe qui est Charles Arborgne, en lui nommant ici, idem, un auxiliaire dans cette équipe, parce que je veux lui donner ici, dans la conseil structure, quand même rester en relation, parce que même si le juridique lui-même va traiter cette prestation, il va s'appuyer sur un auxiliaire d'une autre équipe. Ma prestation, je la mets en traitement, ce qui va me permettre de basculer sur l'équipe juridique qui elle-même, je considère ici que ma tâche ici de traiter la demande est réalisée.
Et donc, je vais pouvoir passer sur la deuxième phase, qui est l'analyse de la prestation, et la première prestation étant la prestation, une prestation juridique. Il me reste 9 minutes. Le temps est court. Je suis désolé, je vais très vite. J'essaie d'avoir un processus complet. Donc, je n'ai pas besoin de tâches. J'ai l'ensemble des informations. Mon client semble d'accord. Je vais pouvoir ici, pas rentrer dans ce détail, mais composer une offre avec mon client. Mon client me dit que l'offre est parfaite. Et donc, je vais ici me dire que j'ai l'ensemble des informations, le responsable, l'équipe, les auxiliaires. Je peux réaliser ma prestation, j'ai bien l'ensemble de mes informations et donc je vais pouvoir maintenant passer à l'exécution de ma prestation. Donc je rebascule dans mon application. Je suis bien ici dans ici la prestation d'extension du bâtiment. Et donc je vais ici créer une préfacture de conseil juridique que je vais réaliser à partir du 16 jusqu'au 25 et je crée une préfacture. Alors pourquoi une préfacture? Parce que ça va permettre aux intervenants ici de pouvoir nommer, de pouvoir imputer toutes les heures et les tâches réalisées sur cette prestation. Donc j'arrive ici sur ma préfacture, elle est bien sur ma prestation. C'est une préfacture de conseil juridique. Voilà, donc je ne mets pas de description, généralement on laisse des descriptions. La première, je vais la sauvegarder ici pour être sûr que j'ai bien oublié de mettre ici un tarif de déplacement, si jamais j'ai des déplacements, donc c'est des tarifs forfaitaires. Voilà, donc ici, ma préfacture est prête et je vais pouvoir commencer à imputer un à un les articles, c'est-à-dire les tâches réalisées sur cette prestation. Premier article réalisé, c'est un travail sur le dossier que j'effectue le 16, de 8h à 11h, donc c'est 3 heures, j'ai bien imputé les 3 heures, je suis juridique, c'est moi-même, Charles Harborne, qui réalise ce travail sur le code d'imputation ici de consultant externe, mais il est bien lié au métier, et qui est de travailler sur le dossier. Voilà. J'ai bien ici mon article qui est réalisé. Je vais pouvoir repartir sur ma préfacturation. Je vois que mon article est bien là, que ça a bien été remonté sur le montant sur la préfacture. Et donc, je vais pouvoir réaliser la deuxième tâche. La deuxième tâche est une tâche de préparation de la visite. Je vais la confier à mon avocat. J'ai besoin qu'il travaille sur le dossier, mais je ne vais pas vouloir le facturer parce que ça fait partie d'un forfait de ma prestation que j'ai discuté avec le client. Celui-ci l'exécute le lendemain de 12h à 13h. Et oui, cette personne, c'est pas très juste, mais voilà, il a bien fait 1 heure sur le même code tarif et qui est de préparation de la visite. Voilà, cet article a bien été imputé. Je peux revenir sur ma préfacture. Je vois bien qu'ici, j'ai mes 2 articles. Donc, le traitement sur le dossier, la préparation de la visite. La prestation n'est pas à facturer et donc, elle ne remonte pas sur la préfacture. Je vais terminer par un 3e article, même si j'en ai encore besoin de plus, qui va me montrer un 3e cas d'exemple. Pourquoi? Parce que je vais visiter le surlendemain le client. Je le visite de 14h à 17h. Je fais bien 3 heures de visite pour lui. Je suis sur le dossier, c'est moi-même qui réalise, en tant que Charles Harborne, cette tâche-là, toujours sur le même code tarif, et c'est bien la visite du client. Je n'oublie pas d'imputer ici le trajet. Pourquoi? Parce que je veux que ce trajet soit imputé au client. Voilà. Donc, ce qui me permet de revenir sur ma préfacture et j'ai l'ensemble de mes
de mes articles. Je transfère ici ma préfacture à un responsable en lui demandant de valider ma préfacturation. Alors, j'ai oublié de mettre les articles de compte-rendu, de restitution à mes clients, donc je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, sinon on a encore pour longtemps. Et donc, ma préfacture, ici, mon responsable, donc ça passe, je change de casquette, ça passe chez mon responsable, qui lui va recevoir un message en lui demandant de valider ici ma préfacture. Le responsable va étudier, va regarder, il peut la mettre en attente, il peut la remettre en interne en demandant de comprendre avec certaines informations, avoir des tâches. Il réalise que la prestation est bien réalisée, il va la transférer à l'ERP. Ce qui me permet de revenir sur ma prestation d'extension du bâtiment ici, je vois que j'ai bien ici une préfacture ici de conseil juridique. J'avais pu la mettre en attente, je la reprends. Donc maintenant, c'est bien l'équipe, je change d'équipe. C'est le conseil juridique. L'équipe a terminé sa prestation, elle revient sur l'équipe de structure pour pouvoir maintenant mener une autre prestation et de proposer une autre prestation au client. Emmanuel, une question, on voit bien qu'on a illustré la partie langage et comment ça aide à implémenter dans une application ou dans un outil de manière très concrète. Ce qui va intéresser nos participants maintenant, c'est entre l'initialisation de cette méthodologie dans ce cas concret et sa mise en œuvre, combien de temps s'est écoulé? La réalisation d'une application, d'une telle application? Oui, ce que tu viens de montrer. Alors, généralement, dans une première version, lorsque les outils sont bien connus, lorsque la méthodologie est bien appliquée, on peut arriver à une moyenne de 3 mois pour la réalisation d'une telle application. Il ne faut pas oublier que derrière, il faut bien que ce soit des équipes à la fois de business analysts qui se connaissent. Il va falloir le temps de l'analyse avec les métiers. Donc ça, c'est des temps qui peuvent être plus ou moins longs au regard de comment les métiers sont matures pour permettre de collecter l'ensemble des informations sur ces métiers. Mais la réalisation, si elle est bien industrialisée, ça veut dire que si on utilise des méthodes de langage qui sont claires, qui permettent d'avancer très rapidement avec un client, on a un modèle de données que l'on relativement rapidement qu'on utilise et qu'on peut industrialiser, c'est rapidement une première version au bout de 3 mois avec une mise en production. Après, derrière, il y a toujours les délais pour les métiers de valider l'application, d'avoir le temps. Et après, c'est la disponibilité des métiers qui fait que les projets peuvent prendre plus de temps. Donc, si je refais un passe sur ce qu'on a vu dans cette séance, on a parcouru finalement 3 grandes étapes qui nous paraissent clés dans le projet d'industrialisation, dématérialisation de vos processus. La première, c'est la cartographie, indispensable. La deuxième, c'est l'utilisation de langages différents, BPMN ou CMNN, selon le cas dans lequel vous vous trouvez. Bien sûr, comme Emmanuel l'a montré, ces 2 langages sont bien sûr complémentaires. Puis la troisième, c'est la construction d'un modèle de données qui soit partageable. Au cours de la démonstration, Emmanuel a parlé de tâches, a parlé de personnes, a parlé de groupes d'utilisateurs qui ont certaines possibilités. Tout ça a été utilisé dans la construction de l'application qui vous a été démontrée. Tous ces outils, finalement, doivent vous aider à mieux gérer, à mieux intégrer, à mieux implémenter vos processus dans le logiciel. Le constat qu'on peut faire, c'est que en utilisant ces 3 grandes étapes, ces langages et ces méthodes, on a réduit à peu près d'1 tiers le temps de mise en œuvre d'une application. Il nous reste malheureusement que 50 secondes, ça va couper. Une question est apparue dans le chat, on y a répondu. Bien sûr, et Emmanuel et moi-même sommes à votre disposition pour poursuivre cette conversation. Nos adresses ont été indiquées en introduction de cette démonstration. J'en profite également pour vous dire que nous mettrons à disposition une vidéo de cette conférence. Suite au like, vous y aurez accès en tout début de semaine prochaine sur nos réseaux LinkedIn. On vous remercie pour votre attention, pour votre écoute, et on vous dit à très bientôt. Merci. Bonne journée à tous et bon like. Oui, merci et bonne journée.